ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Y a-t-il coup de force constitutionnel au Gabon? C'est l'avis de l'opposition après la modification hier soir de la charte fondamentale par la Cour constitutionnelle. Une croissance forte d'environ 7,6% à l'horizon 2022. Voilà qui anime les débats au Togo depuis l'adoption en août dernier d'un plan de développement. La bataille pour une presse libre ici aux États-Unis se joue au tribunal. Ceci après le retrait par la Maison-Blanche de l'accréditation d'un journaliste de CNN. Bonsoir. Un peu plus de 3 semaines après l'hospitalisation du président gabonais Ali Bongo en Arabie Saoudite, des suites d'un accident vasculaire cérébral, la Cour constitutionnelle du Gabon a modifié la Constitution pour pallier son absence. Une décision jugée inacceptable jeudi par l'opposition et la société civile qui parlent de coup de force. Les détails avec Arzouma Compaoré. La constitution actuelle gabonaise ne prévoyant pas de cas d'empêchement temporaire du chef de l'État, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé, a décidé d'y ajouter un alinéa. Tard, mercredi soir, sa présidente Marie-Madeleine Boransouo a informé la presse de la modification de la loi fondamentale afin de faire face à l'indisponibilité temporaire du président Bongo. La Cour constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions, autorise le vice-président de la République à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre. Face à la rumeur grandissante sur l'état de santé du président, le porte-parole du gouvernement avait fait une déclaration à la télévision publique. L'état de santé de son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, s'est très sensiblement amélioré. Malgré tout, les Gabonais ne se disent pas rassurés. Moi, ça ne me rassure pas. Ce que j'aimerais, c'est véritablement une preuve palpable. Avant la révision de la Constitution par la Cour constitutionnelle mercredi soir, seul le président de la République pouvait autoriser le vice-président à organiser un conseil des ministres. L'opposition et la société civile dénoncent un coup de force et un coup d'État constitutionnel opéré par la présidente de la Cour. Madame Boransouo est un pilier du régime. Elle a d'ailleurs eu 2 enfants avec Omar Bongo, feu père de l'actuel chef d'État. Selon Libreville, le président Ali Bongo se remet d'un malaise, de vertige et d'un saignement. Aucune précision n'a été donnée sur le mal dont il souffre, ni sur la date éventuelle de son retour au Gabon. Et pour approfondir sur cette actualité, Jean-Claude Nzamba nous a rejoint. Il est analyste politique et originaire du Gabon. Monsieur Nzamba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Commençons par ce qui est à l'origine de ce changement de constitution au Gabon, c'est-à-dire la santé du président Ali Bongo. Est-ce qu'on sait un peu plus, ou plutôt, que vous disent vos sources à propos? Rien ne transparaît en fait de la situation dans laquelle se trouve M. Ali Bongo Ondimba. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est dans l'incapacité d'assumer les fonctions présidentielles en ce moment. Et donc son absence dans le pays depuis des semaines a créé un vide et la Cour constitutionnelle, pour y remédier, vient d'apporter une modification à la Constitution. Votre analyse? C'est pour moi et pour la majorité des Gabonais de la diaspora, c'est un coup d'État constitutionnel que Mme Marie-Madeleine Boransouo vient d'opérer au sein du Gabon. N'est habilité à déléguer certaines tâches au vice-président que le président de la République. La fonction de vice-président est une fonction qui n'est pas comme dans le cadre de régime présidentiel. Le Gabon est un régime parlementaire, ce qui veut dire que la deuxième personnalité est le président du Sénat et non le vice-président. Le rôle du vice-président, c'est de supplier le président sur certaines tâches non permanentes. Alors quand on ajoute cela au niveau d'une constitution sans passer par soit un référendum ou
par l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on dirait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale a été dissoute au mois d'avril, mais les accords ont fait en sorte que les attributions de l'Assemblée nationale est dirigée par le Sénat en ce moment. Alors, y a-t-il, à votre avis, une vérité qu'on cache au peuple gabonais? On se souvient qu'on a vu pareille ambiance lorsqu'Omar Bongo est décédé. Absolument. Nous avons eu le Premier ministre, M. Issoze Ngondé, venir dire à la télé que le président de la République sera à Paris le 11 novembre. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Nous avons eu M. Goni qui a dit que le président était fatigué, fatigue sévère. Pourquoi, si le président a une fatigue sévère, n'est-il pas en mesure de faire une note où il donne l'autorisation au vice-président de gérer certaines affaires? Pourquoi ça doit passer par la Cour constitutionnelle qui, normalement, selon la loi et selon l'article 83 de la Constitution, ça n'entre pas dans les prérogatives de la Cour constitutionnelle de légiférer. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est qu'ils ont légiféré sur la Constitution. Une affaire qu'on continuera donc de suivre. Jean-Claude Nzamba, je vous remercie d'avoir bravé le froid et la neige pour venir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. C'est moi qui vous remercie et le Gabon également. Et puis, autre actualité, on vient de l'apprendre, 7 casques bleus ont été tués et 10 blessés dans l'est de la République démocratique du Congo, où ils participaient à une offensive conjointe avec l'armée congolaise contre des rebelles ADF. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné cette attaque. Au Cameroun, rejet ce jour de la demande de mise en liberté immédiate et sans condition de 10 leaders sécessionnistes anglophones, tels que formulés par leurs avocats. Cette décision a été rendue lors d'une audience à huis clos par un juge de la Cour d'appel du centre à Yaoundé. Les avocats des leaders séparatistes anglophones restent cependant formels. Ayouk Tabé, Sisikou et les 9 autres sont détenus de manière arbitraire au Cameroun. C'est ce qu'explique Maître Ndong Christopher Mvé, interrogé au terme de l'audience par notre correspondant Emmanuel Jultap. Une décision disant qu'il confirme la décision du tribunal de grande instance. Quelle était la décision du tribunal de grande instance? Le tribunal de grande instance avait dit, puisque nous n'avons pas enrôlé la requête avec une déclaration sous serment qui était signée par les prévenus, on ne peut pas amener notre requête devant le tribunal de grande instance. Nous disons, depuis le début de ces procédures, on empêche les avocats d'aller vers les clients, c'est-à-dire les leaders là. Donc on n'avait pas les moyens pour les faire signer le papier pour joindre avec notre requête. Et on dit que le tribunal de grande instance les ramène devant le tribunal comme ça, devant tout le monde, ils signent ces documents, on complète nos dossiers. C'est pour cela que le tribunal de grande instance dit qu'ils n'ont même pas ce pouvoir de les faire sortir de la prison pour venir ici. Ils nous ont déboutés et on n'a pas un appel pour faire que les gens là viennent. Ils sont venus en appel, ils ont signé ces papiers. Maintenant le président de la Cour d'appel dit qu'il faut qu'on rentre maintenant, réenrôler l'affaire au TGI. C'est ce que vous allez faire? C'est ce que vous allez faire? Nous allons saisir la Cour suprême. Comment transformer l'économie togolaise? Cette question est au centre d'un débat qui s'est engagé depuis l'adoption en août dernier d'un plan national de développement. À travers ce plan quinquennal, le Togo s'est donné comme priorité pour les 5 années de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, soit 7,6% à l'horizon 2022. Une économie créatrice d'emplois décents et favorisant l'amélioration du bien-être social. Un dossier de notre correspondante à Lomé, Kayi Laoson. Pour atteindre cet idéal à l'horizon 2022, les dirigeants togolais ont défini 3 axes stratégiques dans le cadre de ce plan national de développement. Le premier axe, c'est la mise en place d'un hub logistique d'excellence et d'un centre de services, un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Le deuxième axe, c'est la mise en place de pôles de transformation agricole, manufacturière et minière. Et le troisième axe, c'est le renforcement des mécanismes d'inclusion sociale. Concernant le deuxième axe stratégique relatif notamment au secteur agricole,
Des acteurs estiment qu'il faut mettre l'accent sur la transformation agroalimentaire. Cette contribution du PND, là, il faut nécessairement qu'elle aille dans le sens de promouvoir plus d'unités de transformation, plus d'usines de transformation de nos produits agricoles. 65% du financement de ce plan vont provenir du secteur privé à travers des partenariats publics-privés. Pour sa participation à ce plan, le secteur privé envisage des projets productifs. Nous cherchons à voir des projets porteurs et en même temps à proposer aussi un ensemble de projets que nous sentons intégrateurs. Grâce au PND, le Togo espère créer 500 000 emplois sur 5 ans et réduire l'indice de pauvreté monétaire à 44,6. L'autre résultat attendu à l'horizon 2022 est de porter le taux de croissance de l'économie à 7,6%. Kailoson pour VOA Afrique, Lomé. Vous avez dit développement, allons voir à quoi il ressemble au Maroc où l'heure est au train à grande vitesse. Une nouvelle ligne Tanger-Casablanca a été inaugurée ce jeudi par le roi Mohamed VI en compagnie du président français Emmanuel Macron. Cette ligne de train à grande vitesse est présentée comme la plus rapide d'Afrique et un symbole de la profondeur du partenariat entre Paris et Rabat. Les premiers billets pour le grand public doivent être mis en vente après l'inauguration officielle et la ligne sera ouverte aux voyageurs ordinaires d'ici la fin du mois. Ici aux États-Unis, la chaîne câblée CNN a demandé à un juge d'un tribunal fédéral de Washington d'ordonner à la Maison-Blanche de rendre l'accréditation d'un de ses journalistes privé d'accès après un échange houleux avec le président Donald Trump. Le juge Timothy G. Kelly, nommé par le président, a annoncé qu'il rendrait sa décision ce jeudi à 15 h locales, dans quelques minutes donc. On fait le point avec Jacques Aristide. Le journaliste au cœur du scandale, Jim Acosta, n'a fait aucun commentaire à sa sortie du tribunal hier, préférant attendre le verdict du juge Timothy Kelly sur la demande de CNN. La Maison-Blanche a annoncé le retrait de l'accréditation de Jim Acosta la semaine dernière, après une prise de bec entre le journaliste et le président au sujet de la caravane de migrants marchant vers la frontière américano-mexicaine. Ils sont à des centaines de kilomètres d'ici. Ils sont à des centaines et des centaines de kilomètres d'ici. Ce n'est pas une évasion. Laissez-moi diriger le pays et vous, occupez-vous plutôt de CNN. Et si vous travaillez mieux, vous